L'inspecteur particulièrement dans le syndicat de sécurité nationale sur le paludisme, docteur de Canapiti, qui nous a dit directement du Gabon. Le pointeur, je prends la baguette, je commence. C'est comme le dernier. Bonjour à ceux à qui je passe bonjour. On va parler de la ministère à Paris. Il est très important quand on essaie de quantifier la mortalité injuste, ça vient de l'Afrique. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est pas un peu général. Hier on a eu un exposé, je pense que c'était ciblé, qui volait très haut, avec le cheminement de la recherche, comment on évolue en termes de la recherche. Là c'est plutôt une revue qu'on va essayer de voir ensemble, avec quelques petits points pour appuyer quand même le fait que c'est de la recherche. Donc on va regarder rapidement les généralités sur la physiopathologie palliative, une définition brève de l'anémie palliative, regarder l'anémie dans différentes zones endémiques, les facteurs associés, pour parler vraiment de la physiopathologie, et ensuite les interventions derrière. Bon, le cycle, tout le monde s'est informé. Donc, l'anémie va plutôt prendre en compte cette partie du cycle, le cycle cellulaire. Tout ce qu'on va dire, ce sera sur la base de la partie érythrocytaire, la phase érythrocytaire. En termes de physiopathologie, donc aujourd'hui on classifie le paludisme en deux grands groupes. Paludisme non compliqué, paludisme compliqué, dans lequel on fait encore une autre séparation où on a du paludisme modéré, qui est en fait du paludisme non féroce. Et après on rentre dans le paludisme sévère qui englobe l'anémie sévère, le paludisme cérébral avec des tests respiratoires, convulsions et hypoglycémie. En ce qui est du paludisme à petite extraction, c'est-à-dire le paludisme cérébral et le neuropaludisme, les mécanismes responsables de ce paludisme sont schématisés ici. En fait, il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse pro-inflammatoire qui stipule que sous l'action des cytokines, des toxines parasitaires, il va y avoir induction des cytokines pro-inflammatoires, ce qui va induire donc l'inflammation de l'endothéliome avec toutes les complications qu'on peut observer au niveau de l'endothéliome, c'est-à-dire déjà une expression des récepteurs endothéliaux et tout ceci parce qu'après on rentre dans une cascade. Cette hypothèse plutôt pro-inflammatoire, c'est vraiment souligné. Il y a une autre hypothèse qui est une hypothèse mécanique, celle qui parle de l'auto-agglutination des hématocytes parasités entre elles, donc ici en fait on a des hématocytes parasités qui vont s'auto-agglutiner par des mécanismes bien précis. Et ici on a l'indication de l'antigène qu'on a vu hier avec le PSNP1. Dans l'hypothèse mécanique, il y a également le recycling, qui est le recrutement des hématocytes non parasités par une hématite parasitée, ça n'est plutôt tout, ça forme des espèces de rosettes, et la phytoadhérence qui consiste à la fixation de l'hématite parasitée sur l'endothélium. C'est une interaction directe entre le ligand parasitaire, qui est
exprimé à la surface de l'hématite parasitée, et le récepteur endothélial qui lui est exprimé à la surface de la cellule endothéliale. Ces deux hypothèses mises ensemble conduisent à une obstruction du capillaire avec comme conséquence hypoxie et de plus en moins stabilité. Et au niveau du cerveau, on peut comprendre que si on ne reçoit plus vraiment d'oxygène, si les globules rouges ne fonctionnent plus, on peut comprendre pourquoi l'enfant fera un neurospasme parallèle. Au niveau de la quarantaine, on a plutôt la cytoadhérence chez la femme mortelle, c'est donc une cytoadhérence au niveau placentaire, c'est-à-dire que le parasite va cytoadhérer sur les constitutions tropoblastes, et là il y a un très bon modèle qu'on utilise en fait, c'est la cytoadhérence via la chondrocyte sulfate A, qui est un récepteur de la femme mortelle, donc au niveau placentaire. Pour parler de l'anémie, définition simple, une diminution de la concentration d'hémoglobine en absence d'hémodéficience, concentration d'hémoglobine circulante. Si l'hémoglobine est reliée au taux de globules rouges, naturellement, diminution du taux de globules rouges. Le taux d'hémoglobine varie en fonction de l'âge et du sexe, qu'on a ici. Chez l'homme, la moyenne c'est plutôt 13 grammes par décilitre de sang, la femme un peu plus bas. La femme en fait, on voit encore baisser le taux d'hémoglobine, alors que le nouveau-né, on est plutôt à 14 grammes par décilitre de sang. Mais en dehors cette définition est un peu variable parce qu'en fait, on va devoir intégrer d'autres paramètres et je cite souvent pour exemple un travail qu'on a fait récemment où on a recruté 200 enfants, 200 enfants, et ces enfants, quand on fait la moyenne d'hémoglobine, en fait la moyenne est à 8. Pourtant ils sont bien portants. La majorité des enfants sont autour des 8-9 et on a même à peine une quarantaine de ces enfants ont une hémoglobine supérieure à 10. Donc l'anémie en fait sera plus un problème si on est très bas et c'est plus un problème, donc c'est-à-dire autour inférieur à 5 grammes par décilitre, on parle d'anémie sévère en faisant de parasitonie plasmodiale. Le problème d'anémie pose un problème en fait quand on a une chute brutale. Donc la chute de la concentration d'hémoglobine est, comme on dit, lente progressive, voilà, on a moins de problèmes. Donc on se retrouve à moins de 5 grammes. Et encore, les enfants tolèrent moyen ou pas quand on est à la tête ou à la tête de médecin, comme ça fait pour le reconnaître. Donc je suis parlé de paludisme au Gabon et de l'anémie donc à ce niveau. En 2002, on a fait un travail au niveau du plus grand hôpital de Libreville, donc le centre hospitalier de Libreville, pour la capitale, où on montrait que le paludisme était responsable de 40% des fièvres chez l'enfant. Donc ces 40% des fièvres, 62% à consulter un paludisme non compliqué, et on arrive avec 36% de paludisme grave. Et dans le paludisme grave, on a 52% qui font paludisme modéré et 47% qui sont plutôt dans les formes sévères, classiques, anémie et neuropaludisme, associés à l'hypoglycémie. Quand on regarde l'anémie sévère adulte au Gabon, là, on voit que les enfants les plus susceptibles sont les enfants de moins de 24 mois. Et en faisant une zoom sur les formes graves du paludisme au Gabon, l'anémie en elle-même est présente dans 70% des cas. Cette anémie est souvent glycositaire.
Ici, anémie microcytaire renvoie à un déficit français, et je vais bien annoncer ce que je vais montrer plus tard. Quand on s'est immédiatement posé la question après ce travail, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le métabolisme du cerf dans la survenue de l'anémie phallique au Gabon? C'est long. Quand on va regarder dans un paquet épidémiologique qui est différent, à transmission saisonnière et transmission hyper intense au Mali, c'est un travail fait dans l'équipe de Ogomara Jumbo. Autant que d'abord l'anémie était responsable de 70% des cas de gravité, autant ici l'anémie n'est plus responsable que de 7%. Et là, c'est le palier cérébral qui prend ici le défi. Donc vous voyez qu'en fonction du paquet épidémiologique, on n'a pas forcément les mêmes formes qui sont exprimées. L'anémie est un problème chez l'enfant, comme on vient de le voir, mais aussi chez la femme enceinte. Donc on a assez, donc souvent, les femmes célibataires qui ont, en plus de l'anémie, une parente cancer en folate, et la conséquence, c'est que les enfants sont nés de façon prématurée, souvent, on augmente le taux d'enfants, le pourcentage d'enfants nés prématurément, on retarde le développement de croissance chez les enfants, et les enfants naissent avec des points d'émotion qui sont plutôt faibles. Mais, cette année sur la femme enceinte, je vais vous parler jusqu'à la femme enceinte, on peut quand même, en essayant de porter sur la physiologie de la femme enceinte, réduire l'impact, réduire la prévalence. J'ai voulu montrer, ici ce que nous avons eu au Gabon, ce n'est pas encore dans l'équipe, mais au département, mais mes collègues qui sont plus anciens, donc on fait ce travail-là, où on voyait qu'en 96, ils avaient une prévalence de 57%, avec un fort taux d'anémie. En 2016, on baisse déjà la prévalence à 10%, et en 2006 à 2,5%. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a introduit le TPI, le traitement préventif intermittent. Pour revenir sur l'anémie, l'anémie va être le résultat, en fait, d'une balance entre la production de globules rouges et la destruction de globules rouges. Si vous avez compris que le taux de globules rouges dépend de ces deux processus, vous avez déjà compris pas mal de choses sur l'anémie, et après il faudra comprendre qu'est-ce qui peut influencer la production de globules rouges, qu'est-ce qui peut influencer la destruction de globules rouges. En rappelant que le globule rouge vit en moyenne, la durée de vie d'un globule rouge, c'est 120 jours. Au niveau de la production, bon, je ne vais pas revenir sur les copoïdes, mais on parle des précurseurs, les CSI, qui sont différenciés en DSI, puis on arrive à l'hélicoblaste qui va faire son noyau, qui devient différencié en réticulocyte, ensuite deviendra le globule rouge. Ça, c'est sur la production. Vous voyez que, en parlant d'anémie, simplement, si vous essayez de porter à terme à une de ces étapes, vous avez un risque de changer ce taux si vous maintenez le niveau de restriction stable. Au niveau de la restriction peut se faire au niveau de la race qui va être ici, qui vérifie que le globule rouge est correct. Les macrophages sont capables de détruire les globules rouges, et on peut aussi avoir des hémolyses de globules rouges pour différentes choses. On va parler des facteurs de l'os qui peuvent être impliqués dans la survenue de l'anémie phallique. Parmi ces facteurs, je voulais prendre dans un premier temps, je voulais prendre dans un premier temps le CO, l'érythropoïétine, qui est produit dans le rein. Elle va se retrouver dans la circulation sanguine et l'érythropoïétine va activer les précurseurs du globule rouge. Il y a un récepteur qui est spécifique, le récepteur à l'érythropoïétine, et de cette façon, on stimule l'érythropoïétine. Mais si vous avez donc une baisse de l'expression du récepteur à l'érythropoïétine,
poser de l'érythropoïétine, la réponse sera inefficace. Et ça, c'est une des choses qui se passe en faisant ces sorties parasitaires. C'est-à-dire que malgré la stimulation de la production de l'érythropoïétine, on va voir plus tard, les sorties parasitaires vont limiter l'expression réguler l'expression du récepteur et il n'y aura pas d'effet finalement de la production de l'érythropoïétine sur la production de globules. Le système national aussi a été associé à la survenue de l'anémie sévère au cours du paludisme. C'est un travail qui a été fait au Mali et au Congo. Et on arrive à un récepteur clé, c'est le récepteur T1 du complément. Il est présent à la surface du globule rouge. Il permet l'élimination des complexes humains. Et donc il va inactiver le C3B complément. Ce récepteur présente différents polymorphismes. Ici je voulais noter, c'est noté un seul polymorphisme qui va avoir un effet sur la survenue de l'anémie sévère pallique. L'allèle de CCR1 est protectrice, est associée à la protection vis-à-vis de l'anémie sévère pallique. Parmi les facteurs de l'os, il y a également le facteur MUC. On peut citer le facteur MUC. Dans le facteur MUC, c'est une pro-inflammatoire qui amplifie la réponse. Et ce facteur-là, sur lequel du facteur il y a du polymorphisme sur le promoteur du glycolon pour le facteur MUC. Ce polymorphisme dit non pour les répétitions de cette âge THCT. Donc, il y a des répétitions, 5 répétitions, de 6, 7, 2, 8. Et lorsqu'on fait un chaos, je reviens là-dessus, un chaos c'est une knockout, c'est-à-dire qu'on va invalider le gène, on se retrouve avec une amplification de la maturation de l'érythroïde. Voilà. Et il a été montré que les individus qui ont 5 ici répétitions sont plus susceptibles à développer les enfants sont 5 ici répétitions au lieu de 8 sont plus susceptibles à développer l'anémie sévère pallique au cours du paludisme. Là on se passe à un autre facteur qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, le transport du fer. Pourquoi nous nous sommes intéressés au transport du fer, que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons observé que dans les formes basses du paludisme au Gabon, 70% de ces formes basses, dans 70% des cas, il y avait de l'anémie sévère pallique. Et ces formes basses, ces anémies sévères étaient souvent associées à un déficit en fer. Donc nous nous sommes dit, avec les moyens qu'on a, est-ce que le transport du fer ne pourrait pas être associé à la survenue de cette anémie? On pourrait s'appliquer là-dessus. Donc nous allons regarder la transférine. La transférine est une protéine qui permet de fixer le fer. Lorsque le fer est fixé via la transférine, il va avoir un complexe transférine récepteur à la transférine. Ce complexe va permettre la pénétration dans la transférine liée au fer lié à la transférine dans le globule rouge. Ensuite, le fer va être pris dans par la voie de la ferritine ou par la voie de la CRT, le gène de l'hémochromatose humaine. Ce fer est relâché, puis transporté dans la mitochondrie où va être synthétisé l'hémoglobine. La transférine est une glycoprotéine densiférique. Elle est codée par le chromosome 3 et c'est une protéine, c'est un gène qui présente 17 exons.
Sur ces 17 exemples, de nombreux polymorphismes ont été identifiés. Donc là, on a différents exemples. Et en haut, on a signifié les polymorphismes. Pour certains de ces polymorphismes, il a été remarqué que ces polymorphismes sont associés à la pathologie humaine. Par exemple, la lèvre C3, qui est caractérisée par la mutation G258S, est impliquée dans la réduction de la fixation du fer, associée à un risque d'anémie avec un déficit en fer, associée à la maladie de Parkinson. La lèvre C2 est associée au polyarthrite rhumatoïde, à la maladie d'Alzheimer, et une mutation sur l'exon 15 a été associée à la cancérémie. Donc à partir de ce moment, nous sommes dit, on va regarder ces polymorphismes sur la survenue de l'anémie chez l'enfant gabonais. Est-ce que ces différents polymorphismes ne seraient pas associés d'une façon ou d'une autre à l'apparition de l'anémie chez l'enfant? L'anémie associée à un déficit en fer. On la laisse dessus les plus répandus en Asie. Donc nous avons regardé la laine C3 par PCR-RSMP, c'est-à-dire qu'on amplifie l'exemple par PCR. Ensuite, on va digérer avec une enzyme. Et lorsqu'on digère avec une enzyme de restriction, on arrive à avoir deux profils. Ici, vous avez l'ADN non digéré. Ici, vous avez l'homozygote qui est digéré complètement. Donc, celui qui est C1. Et là, vous avez les non digérés qui sont C2. Donc, ce travail, nous avons observé uniquement 4 enfants qui avaient la laine C3. Ces 4 enfants avaient développé une anémie sévère panique. Il faut préciser que la laine C3 est très rare chez les populations africaines, les populations noires, on va dire. Et les travaux précédents montraient plutôt que la prévalence de la laine C3 est inférieure à 0,1%. Et là, on arrive avec 10% et des enfants uniquement qui ont développé une anémie sévère. Ce qui est en faveur d'une augmentation du risque de l'apparition de l'anémie chez les enfants qui portent un variant C3. Ce n'est pas surprenant parce que le variant C3 est déjà impliqué, en fait, a été déjà associé à l'apparition des anémies hémolytiques. La laine C2, nous l'avons également regardé, toujours en utilisant la même méthodologie, c'est-à-dire PCR, amplification de l'exon 15, ensuite digestion. Après digestion, donc on arrive à identifier les différents profils, les différents génotypes. Ici, on a les homozygotes C1. On a ici un homozygote C2. Et là, on a les C1, C2. On a réalisé cette année dans le forum clinique, je précise, ALT, anémie sévère aguë, ALT, anémie modérée aguë, paludisme sans anémie. Vous remarquerez qu'ici, quand on parle de l'anémie sévère au paludisme sans anémie, on utilise un facteur ici, ensuite on fait les tests statistiques. Et là, il y a une différence significative entre le pourcentage qu'on trouve, la fréquence qu'on trouve chez les anémies sévères, les enfants qui prennent l'anémie sévère aguë et ceux qui n'en font pas. Et quand on met ensemble les pourcentages contre la fréquence de l'anémie C2 chez les enfants qui ont fait une anémie, qu'elle soit aguë ou qu'elle soit modérée ou grave, et qu'on compare avec ceux qui n'ont pas fait l'anémie, on trouve une différence. Par contre, quand on compare les enfants qui ont fait une anémie sévère à ceux qui ont fait une anémie modérée, on ne trouve pas de différence. Ce qui est en faveur d'une implication
de la RSPD dans la diminution du risque de développement de l'anémie chez l'enfant. Ensuite, nous allons passer aux facteurs parasitaires. Parlons des facteurs parasitaires. Donc, il y a déjà la pollution, comme je disais tout à l'heure. Au niveau de la pollution, est-ce que, au niveau du parasite, il va avoir des mécanismes qui permettent d'inhiber, ou plutôt moins de diminuer la pollution des globules rouges? Oui. Les toxines parasitaires telles que l'anti-GPI sont capables d'inhiber les micro-protéines. Puis on rentre dans la destruction du globule rouge. Là, il y a différents mécanismes. Un des mécanismes qui permettra de détruire le globule rouge, parasité ou non, le système globule rouge non parasité, c'est la présence des antigènes parasitaires à la surface du globule rouge non parasité, qui peut être détruit par phagocytose. Autre mécanisme de destruction, en fait, j'aurais dû le citer en premier, c'est que le parasite, il se développe dans le globule rouge, naturellement, à la rupture du suivant, vous savez, le globule rouge, on fait la parasite. Et les antigènes qui vont être relâchés dans le milieu, donc peuvent se cacher ici et s'appliquer dans la phagocytose du globule rouge. Autre mécanisme, c'est directement la formation des complexes humains en fonction d'un antigène, forme un complexe humain. Les complexes humains, l'antigène parasitaire et l'anticorps, fixent au globule rouge parasité, il est décrit par phagocytose, avec implication des cytokines, et au niveau de la race également, les globules rouges parasités, les globules rouges non parasités, portant à leur surface les antigènes parasitaires, sont capables de se être détruits à ce niveau. Toujours pour les facteurs parasitaires, lorsque le taux de globule rouge baisse, dans les conditions physiologiques normales, on a une activation de production de l'érythropoïétine qui va activer la maturation et l'initiation, donc la production des globules rouges. Mais les toxines parasitaires, comment agissent-elles sur l'érythropoïète? Elles sont capables d'inhiber sa prolifération, capables d'inhiber sa maturation, et puis limite la production ici, nous l'avons déjà vu. Parmi les facteurs parasitaires, il y a également des motéines qui peuvent intervenir au niveau des macrophages où elles vont réduire le beurre oxydatif, limiter l'activation des macrophages. Au niveau des monocytes, la présence des monocytes est associée à la gravité de la maladie, et cette hémoglobine est également associée à la suppression du taux de réticulocytes. En fait, ça se comprend si on revient sur l'image précédente. Et il y a ce très beau schéma qui nous montre en fait comment l'hémoglobine peut être impliquée dans la division de l'érythropoïète. Donc ici l'hémoglobine dans le monocyte et dans la division de l'érythropoïète. La présence de l'hémoglobine dans le monocyte va aussi avoir une action sur les cytokines IL12, IL10, qui n'est pas ça, tout ceci va limiter la production de globules rouges. On va penser les portes ouvertes, une concentration d'hémoglobine de 10 microgrammes est capable de provoquer, de baisser
érythropoïète, c'est ce qu'on vient de voir. La stimulation de cytokine inflammatoire va augmenter la présence de globules rouges par le non et réduire également de par là la vie du globule rouge. Pour parler toujours d'anémie, j'ai voulu prendre l'exemple, le cas spécifique de Plasmodium vivax. Vivax envahit donc un réticulocyte et à ce niveau, le Plasmodium vivax, l'anémie liée à Plasmodium vivax est le résultat en fait de la production de globules rouges. Donc nous avons déjà vu que l'anémie est le résultat de la rupture de suivante. L'anémie est le résultat de la destruction de globules rouges, non par la globules rouges parasités. Et donc je vais citer un exemple d'antigène parasitaire qui est impliqué, antigène RAP2 pour remplir associative protéine 2. Donc c'est l'antigène des ROP2 qui est impliqué dans la pénétration neurozoïque dans le globule rouge. Cet antigène, nous l'avons retrouvé présent cette protéine à l'intérieur du globule rouge, que le présent à l'intérieur du globule rouge, plus sans différencier repris dans la sortie, que je viens de dire, on confirme que c'est déjà connu, et nous avons vu que cet antigène est présent à la surface mérozoïque, et lorsque le mérozoïque va entrer en contact avec le globule rouge, l'antigène va être transféré à la surface du globule rouge, et ceci sans pour autant qu'il ne soit nécessaire que le mérozoïque en bleu ne rentre. C'est un transfert. Ce qui fait que on va se retrouver avec le globule rouge non parasité, et puis il y a un effet émergent qui présente quand même RS2 à leur surface. Parce qu'à la de leur force d'invasion, cet antigène n'est plus exprimé à la surface du globule rouge. Dans ce travail d'expérience, nous avons montré que lorsqu'on regardait vraiment les intérieurs l'invasion, en fonction de la partie, on arrive à monter à des taux de 30% de l'UTP qui portent RSP2, RAP2 à leur surface. Si on imagine que tous les globules rouges portant cet antigène sont détruits, vous voyez, on indique quel est le pourcentage de globules rouges qui disparaissent. Si on revient sur le schéma initial, qui est l'équilibre entre la production et la destruction, si vous perdez 30% de globules rouges, on peut justifier l'apparition de l'anémie sévère. Toujours en sujet, nous avons ensuite observé que, en fonction du type du phénotype parasitaire, et donc le sort spécifique de cet antigène, il libère de façon différentielle l'invasion. À partir de ce moment, nous avons émis une hypothèse de polymorphisme, et cette hypothèse de polymorphisme va plus loin que ce qu'on a regardé récemment, et de savoir si finalement, est-ce que déjà il y a un polymorphisme, qu'on n'en trouve pas, et est-ce que ce polymorphisme pourrait être impliqué ou non dans l'apparition de l'anémie, de l'anémie sévère. Donc, dans un simple, PCR, c'est en place derrière, on arrive à observer 15 points de polymorphisme, parmi lesquels sur l'ADN, et sur la protéine, on a 2 polymorphismes, polymorphisme de l'acide aminé 48 et polymorphisme de l'acide aminé 327. Ensuite, nous avons voulu regarder la distribution de ces polymorphismes dans les différents groupes cliniques. De manière très significative encore, puisque notre échantillon ne nous permet pas de nous avancer trop, mais vous pouvez quand même voir, quand vous comparez l'AFP, l'anémie panique modérée et le panique sans anémie, au niveau des pourcentages, c'est comme si il y a quand même un plateau et une association, une association. Ici, on n'a pas
les enfants qui font une anémie sévère, on n'a pas l'asparagie 48, alors qu'on a présent jusqu'à 30% ceux qui ne font pas de paludisme, ceux qui ne font pas de paludisme avec anémie sévère. C'est ça qui a assuré. L'anesthésia a aussi été trouvé à la surface de l'érythroplaste et sa présence active. La voie complément qui conduit à la phagocytose de l'érythroplaste. Alors pour finir, nous avons vu différents visages. Nous avons séparé la physiopathologie en deux grands groupes, facteurs de l'autre, facteurs du parasite. Et ici, cette diapo montre vraiment comment l'anémie sévère panique est un phénomène complexe, multifactoriel. L'anémie porte le résultat d'une élimination des globules rouges au niveau de la race. Élimination venant des déficits en enzymes du globule rouge, élimination venant d'une hémolyse qui est activée par la voie du système immunitaire. Un autre facteur s'appelle la désérythropoïèse qui peut être le résultat de la dérégulation des cytokines. Cette désérythropoïèse peut être le résultat de la présence du parasite dans le globule rouge, mais aussi avec la présence du parasite et des antigens parasitaires à la surface de l'hématite, réussit phagocytose qui conduit à la dérégulation de la production des cytokines et donc la désérythropoïèse. Tout ceci, il y a également d'autres facteurs, comme l'hémoglobine, comme nous l'avons dit, qui s'attardent à la suppression érythroïde avec une diminution de l'IL10 et de l'IL12. La présence aussi du récepteur CR1, de polymorphisme au niveau de la voie de complément, peut aussi être impliqué dans l'anémie. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est la complexité de l'anémie, pas facile d'étudier l'anémie. En fait, il y a énormément de voies, il y a énormément de facteurs. L'idéal serait d'intégrer tous ces facteurs. Il est difficile de les intégrer dans une étude. Vous parlez la prise en charge du paludisme de l'anémie en fait. Donc, on a des classiques, corriger l'alimentation, l'apport nutritionnel, de l'annuaire, et cela. Mais là, il y a des travaux qui sont controversés, indiquant que quand on donne du fer aux enfants, on rend les enfants plus susceptibles au paludisme. Donc, les choses ne sont pas très claires. En fait, rien n'est jamais noir, c'est tout blanc. La difficulté de la question. Mais si on fait du CPI, cette complémentarité intermittente, on arrive quand même à baisser l'anémie. Et quand on a fait une liste intégrée avec une solution électrique imprégnée comme nous l'avons vu lundi, on arrive à réduire. Il est important, en fait, si on veut limiter la casse au niveau de l'anémie, un diagnostic rapide et une prise en charge rapide et immédiate permet en fait de s'affranchir et de baisser fortement la mortalité. Donc pouvoir immédiatement prendre en charge un enfant qui arrive avec 5 grammes d'hémoglobine par décilitre de sang, transfusé immédiatement, ça permet de sauver. Mais là, on se trouve encore dans des problèmes. Maintenant, on a avec la conclusion, est-ce que c'est vraiment... Parce qu'on est sûr qu'on ne fait pas plus de mal derrière. Et je pose cette question, je me pose cette question à moi. Je me la pose pour une question. Est-ce qu'il est possible de faire disparaître la mortalité liée à la limite de la
Je vous remercie.